À 68 ans, Cécilia Attias brise enfin le silence. Elle avoue qui a été le véritable amour de sa vie. Il aura fallu près de 7 décennies, une vie entière exposée sous les projecteurs, des passions brûlantes, des ruptures retentissantes et des silences stratégiques pour que Cécilia Attias prononce enfin ces mots que tant attendaient et que d'autres redoutaient. À 68 ans, l'ancienne première dame de France, figure mystérieuse et pourtant familière aux Français, a choisi de se confier sans détour, rompant avec la prudence qui avait façonné sa communication pendant des années. Dans une interview rare, presque confessionnelle, elle a levé le voile sur une vérité intime qu'elle avait longtemps gardée pour elle. L'identité de l'unique amour qui est jamais vraiment compté. Mais comment une femme ayant traversé les sommets du pouvoir, partagé la vie d'un président de la République, côtoyé les élites du monde politique, artistique et diplomatique, peut-elle aujourd'hui reconnaître que l'histoire de sa vie n'a peut-être jamais été celle que l'on croyait? Comment un personnage aussi public, souvent décrit comme insaisissable, a-t-il pu conserver un secret aussi lourd, aussi déterminant? Et surtout, pourquoi maintenant? Pour comprendre la portée de cet aveu, il faut revenir en arrière. Cécilia Attias, née Cécilia Siganer-Albéniz, n'a jamais été une personnalité comme les autres. Fille d'une lignée cosmopolite mêlant origines russes, moldaves et espagnoles, elle grandit entre plusieurs mondes, plusieurs langues, plusieurs cultures. Ceux qui l'ont connue dans sa jeunesse racontent une jeune femme vive, perspicace, dotée d'un caractère affirmé et d'un sens aigu de l'observation. Dès l'adolescence, elle comprend que la vie publique est un théâtre où chacun porte un masque que, elle, refuse la plupart du temps d'endosser. Avant d'être l'épouse d'eux, elle a d'abord été une femme indépendante, engagée dans la communication, puis dans les relations publiques. Ce parcours professionnel, loin d'être anecdotique, a façonné son rapport au monde. Savoir se taire, savoir observer, savoir lire entre les lignes. C'est cette même capacité qui, des années plus tard, rendra ses silences encore plus intrigants que ses paroles. L'amour médiatisé, bénédiction ou prison? La vie amoureuse de Cécilia a toujours été scrutée, commentée, disséquée. De son premier mariage avec Jacques Martin à sa relation passionnelle et tumultueuse avec Nicolas Sarkozy, chaque étape fut racontée comme un feuilleton national. La France a vu, compris ou cru comprendre les hésitations, les départs, les retours, les tensions. Pourtant, malgré l'abondance de photos, d'articles, de rumeurs, une question revenait sans cesse. Qui a réellement compté? Car si l'on connaît les visages, les dates, les crises, on sait peu de choses de ce qui se jouait réellement dans le cœur de Cécilia. Elle-même l'avait confié un jour, presque en passant. « Je ne suis pas faite pour être un personnage public. Je suis faite pour aimer, pas pour être montrée. » Une phrase qui, prise des années plus tard, résonne comme un avertissement. Ce que l'on croyait savoir de sa vie sentimentale n'était peut-être qu'une façade politiquement nécessaire. Une femme en fuite? Non, une femme en quête. Ses détracteurs la décrivent comme insaisissable, imprévisible, fuyante. Ses proches, au contraire, parlent d'elle comme d'une femme exigeante. Avec elle-même, avec les autres, avec l'amour surtout. Une femme qui cherchait non pas la passion éphémère, mais la cohérence profonde. Quelqu'un qui la voit pour ce qu'elle est au-delà des apparences. Quelqu'un qui n'a pas peur de ses zones d'ombre. Tout au long de sa vie publique, Cécilia a fui certaines situations, certains rôles, certains moments. Mais plus on analyse son parcours, plus une idée s'impose. Elle ne fuyait pas les autres, elle essayait de se rapprocher d'elle-même. Et tant que cette vérité intime n'était pas acceptée, tout le reste, les relations publiques, les obligations politiques, les représentations sociales, sonnait faux. Le poids du pouvoir et la prison dorée. Vivre auprès d'un homme politique de haut niveau n'est jamais simple. Vivre auprès d'un président de la République, encore moins. La pression, l'exposition, les contraintes moyennes protocolaires. Tout cela crée un climat dans lequel il est difficile de se trouver, encore moins de s'entendre. Dans ses rares confidences, Cécilia répétait souvent une phrase « Je n'étais pas faite pour cette vie-là, Imona ». Non pas qu'elle n'en avait pas les capacités, sa force, sa détermination, son intelligence ont été déterminantes dans l'ascension politique de son ex-époux, mais parce que cette vie était incompatible avec son besoin vital d'authenticité. Cécilia est une femme de sentiments, et dans les palais du pouvoir, les sentiments sont la première chose que l'on sacrifie. C'est dans ce contexte paradoxal, la lumière extrême d'un côté, l'obscurité émotionnelle de l'autre, que s'est forgé son secret le plus profond. Le silence comme stratégie et comme refuge. Pendant de longues années, elle a protégé farouchement sa vie privée. Elle s'est retirée, a quitté la scène politique, a traversé l'Atlantique, a reconstruit sa vie avec Richard Attias. Pour le public, cela signifiait une nouvelle histoire d'amour, un nouveau chapitre, une seconde chance. Et d'une certaine manière, ce l'était. Mais dans l'ombre, un autre récit continuait à vibrer. Car même lorsque l'on s'éloigne géographiquement d'un pays, d'un passé, d'une histoire, certaines vérités vous suivent, se glissent dans les interstices du quotidien, s'invitent dans les rêves, dans les doutes, dans les gestes que l'on n'explique pas. Ce silence, que beaucoup interprétaient comme du désintérêt ou de l'indifférence, était en réalité un mécanisme de survie. Il servait à protéger ce qui, pour elle, était trop précieux pour être exposé. Un aveu tardif mais lucide.
Alors pourquoi maintenant? Pourquoi, à 68 ans, Cecilia Attias a-t-elle décidé de révéler l'identité de l'amour véritable de sa vie? Les proches qui ont assisté à son évolution ces dernières années parlent d'un changement subtil, progressif, presque imperceptible. L'âge, disent-ils, n'a rien à voir avec une faiblesse physique ou une nostalgie naïve. Au contraire, l'âge lui a offert une nouvelle forme de clairvoyance, une liberté qu'elle ne s'était jamais accordée auparavant. « Je ne dois plus rien à personne », aurait-elle confié récemment. Cette phrase, prononcée dans un murmure, résume toute sa démarche. Elle ne cherche plus à plaire, ni à éviter de blesser, ni à maintenir une image publique. Elle veut simplement être vraie. L'ombre d'un homme qui n'a jamais quitté sa mémoire. Durant des décennies, ce lien s'est exprimé discrètement. Un regard, un souvenir, une lettre jamais envoyée, une décision prise trop tard, un geste manqué. Certains amours ne se vivent pas. Ils se portent, comme une cicatrice ou comme un talisman. Et celui-là, Cecilia l'a porté toute sa vie. 10 ans de silence, 10 ans de réflexion. Les années qui ont suivi son départ de la vie politique ont été pour elle une période de reconstruction, mais aussi d'introspection. Installée aux États-Unis, loin des médias français, elle a pu reprendre le contrôle de son existence. Entre ses engagements humanitaires, son travail auprès d'ONG, ses conférences, elle a retrouvé un souffle nouveau, une identité dépourvue des étiquettes que l'on collait sur elle en France. Mais toutes les reconstructions, même les plus solides, s'accompagnent d'une prise de conscience. On ne peut pas bâtir quelque chose de durable si on ignore les fondations émotionnelles de sa vie. Pendant longtemps, elle a essayé d'enfouir ce sentiment, de le relativiser, de le renommer. Mais vient un moment où la vérité même enterrée remonte à la surface. Le courage d'une femme qui n'a plus peur. Ce qui frappe dans son témoignage récent, ce n'est pas la nostalgie. Ce n'est pas non plus un désir de régler des comptes. C'est une lucidité crue, une honnêteté presque désarmante. Elle sait que cet aveu fera parler, qu'il fera couler de l'encre, qu'il sera analysé sous tous les angles. Et pourtant, elle le fait. Parce qu'au fond, la véritable liberté, surtout pour une femme ayant vécu sous les projecteurs, ce n'est pas de partir, de changer de vie ou de recommencer ailleurs. La véritable liberté, c'est de dire la vérité, même quand elle dérange. Une déclaration qui réécrit toute sa biographie. L'aveu qu'elle s'apprête à faire ne concerne pas seulement sa vie sentimentale. Il recontextualise des décennies d'événements. Il éclaire différemment certaines décisions qu'on croyait stratégiques. Il rend compréhensibles certaines absences, certaines hésitations, certains départs. Plus encore, il révèle que derrière la femme publique, derrière la conseillère politique, derrière la première dame, il y avait une femme qui aimait, profondément, silencieusement, douloureusement. Cet amour a été le fil rouge invisible de toute son existence. Le reconnaître aujourd'hui, c'est offrir une lecture nouvelle de son histoire, mais aussi une leçon intime sur la complexité de la vie humaine. Le nom qu'elle n'avait jamais osé prononcer, l'histoire secrète derrière l'amour véritable de Cecilia Attias. Il y a des révélations qui ne changent pas seulement l'image d'une personne, mais qui réécrivent entièrement son histoire. Celle que Cecilia Attias a finalement formulée, après des années de silence calculé, appartient à cette catégorie. Dans un murmure presque fragile, mais avec une conviction qui ne laissait place à aucune ambiguïté, elle a admis ce que personne n'aurait osé imaginer, ou que peut-être beaucoup soupçonnaient, sans jamais l'affirmer publiquement. Le véritable amour de sa vie n'a pas été Jacques Martin. Il n'a pas été Nicolas Sarkozy. Il n'a pas été Richard Attias. Il a été Louis, l'homme qu'elle n'a jamais pu aimer au grand jour. Ce Louis-là n'est pas un chef d'État, ni un patron de multinationale, ni un personnage public dont le nom résonne dans l'actualité. Il est à l'inverse l'incarnation même de l'ombre, de la discrétion et de la normalité apparente. Un homme venu d'un autre monde, pas celui des caméras, mais celui de la vie réelle, de la simplicité, des émotions brutes. Un homme que la France ne connaît pas, mais qui a laissé dans le cœur de Cecilia une empreinte indélébile. Le jour où tout a basculé, une rencontre qui n'aurait jamais dû exister. Selon ses confidences, tout a commencé bien avant les présidences, les discours, les scandales médiatiques. À une époque où rien ne la prédestinait à devenir une femme publique. Une soirée ordinaire à Paris, au début des années 1980. Dans un cercle d'amis où elle n'avait d'ailleurs accepté d'aller que par politesse. C'est là que Louis est entré dans sa vie. Il n'avait pas le charisme flamboyant d'un futur président, ni l'assurance presque théâtrale des hommes habitués à être regardés. Il était calme, présent, attentif. Exactement le type de présence qui déstabilise une femme habituée aux personnalités dominantes et aux jeux de pouvoir superficiels. Ce soir-là, rien ne s'est passé. Pas de romantisme, pas de gestes déplacés, pas de coups de théâtre, juste un dialogue. Une connexion étrange, presque inquiétante, comme si deux âmes se reconnaissaient avant même que les deux personnes en question n'en aient conscience. Des années plus tard, Cecilia décrira ce moment avec ces mots. « Ce n'est pas lui que j'ai rencontré ce soir-là, c'est moi, la version de moi capable d'aimer vraiment. » Cette phrase résume toute l'histoire. Pourquoi lui? La psychologie d'un amour interdit. Louis n'était pas un homme ordinaire pour elle.
Il représentait tout ce qu'elle n'avait jamais eu le droit de vivre, la simplicité des relations sans enjeu politique, la liberté d'être fragile, le droit d'aimer sans calcul, la possibilité d'être vue, réellement vue, comme une femme et non comme un symbole. Avec lui, elle ne jouait pas un rôle. Elle n'était pas la jeune femme convoitée, ni l'épouse du célèbre animateur, ni la future première dame, ni la compagne d'un magnat international. Elle était simplement Cécilia. Et pour elle, cela n'avait pas de prix. Une histoire impossible dès le premier instant. Le plus cruel dans cette histoire, c'est qu'elle était condamnée dès le début. Louise était engagée ailleurs, elle aussi. Ils n'étaient pas libres, ni dans leur vie, ni dans leur tête, ni dans leur époque. Les conventions sociales, la loyauté, la peur du scandale, tout s'opposait à cette relation. Ils ne se sont jamais promis quoi que ce soit, jamais engagés officiellement, jamais installés ensemble. Leur histoire n'a pas de date précise de début, encore moins de fin. Elle s'est construite dans les interstices, des conversations volées, des regards trop longs, des lettres jamais envoyées, des silences lourds de sens, un lien qui échappe au langage. Et pourtant, malgré l'absence de gestes concrets, ce lien était plus fort que n'importe quelle histoire qu'elle vivrait plus tard. Lorsque Cécilia regarde en arrière, elle ne parle pas de regret, elle parle de fatalité. Son mariage avec Jacques Martin l'a projetée dans une vie publique. Son union avec Nicolas Sarkozy l'a entraînée dans une vie politique. Son mariage avec Richard Attias l'a installée dans une vie internationale. Mais Louis représentait une vie intérieure, une vie invisible, incompatible avec tout le reste. Elle le dit elle-même. J'ai fait des choix logiques, cohérents, raisonnables. Mais la logique n'a jamais été l'allié du bonheur. Pourquoi ne l'a-t-elle jamais choisi? Parce qu'on ne choisit pas un amour qui menace de détruire tout ce que l'on a construit. Parce qu'on ne choisit pas un amour qui arrive trop tôt ou trop tard. Parce qu'on ne choisit pas un amour dont on a peur. Et Cécilia a eu peur de lui. Peur de ce que cet homme réveillait en elle, peur de tout quitter, peur de recommencer, peur de vivre une passion qui pourrait la brûler vive. Alors elle l'a laissé partir. Ou plutôt, ils se sont laissés partir mutuellement, sans se l'avouer. L'impact silencieux de Louis sur ses grandes décisions, la France entière a analysé pendant des années la relation entre Cécilia et Nicolas Sarkozy, notamment leur séparation et leur réconciliation éphémère. Les conseillers politiques parlaient de stratégie. Les journalistes parlaient d'usure du couple, les proches parlaient de lassitude ou d'incompatibilité croissante. Mais ce que personne ne savait, c'est qu'au fond d'elle, une partie de Cécilia comparait tout à Louis. Non pas dans un esprit de trahison, mais parce que Louis représentait un point de repère émotionnel. Et aucun homme, pas même un président de la République, ne pouvait rivaliser avec l'image idéalisée de celui qu'elle n'avait jamais pu aimer pleinement. Même ses départs soudains, ses retraits médiatiques, ses silences prolongés, tous avaient un point commun. L'envie de retrouver un espace intérieur où Louis continuait de vivre. Le chapitre américain, une reconstruction, mais pas un effacement. Lorsque Cécilia quitte définitivement la France pour suivre Richard Attias aux États-Unis, beaucoup y voient une renaissance. Et c'en est une, en partie. Elle reconstruit une vie loin des caméras, loin des intrigues politiques, loin du tumulte français. Mais le changement de continent n'efface pas un amour profond. Il le transforme. Aux États-Unis, Cécilia a le temps de penser, d'écrire, de relire, de se souvenir. Et avec le recul, elle comprend ce qu'elle n'avait jamais osé formuler. Louis n'a pas été un épisode. Il a été l'axe invisible de toute sa vie. La confession, comment elle a enfin prononcé son nom. La scène se déroule dans un cadre intime. Une conversation enregistrée pour un documentaire consacré aux femmes de pouvoir. L'équipe ne s'attendait pas à une confession. Mais Cécilia, elle, savait. Elle était prête. Pendant plus d'une heure, elle parle de sa vie, de ses combats, de ses ruptures. Puis, sans transition, sans emphase, elle lâche cette bombe émotionnelle. J'ai aimé plusieurs fois. Mais une seule fois, j'ai aimé vraiment. Il s'appelait Louis. Un silence, profond, interminable. L'intervieweuse n'ose pas respirer. Personne ne sait si elle va poursuivre. Puis, comme pour s'excuser, c'était trop beau pour être vécu. Alors je l'ai vécu en silence. Et les conséquences d'une vérité tardive. Cette révélation change tout. Non seulement pour le public, mais pour ceux qui ont connu Cécilia dans sa vie intime. Ses amis comprennent soudain pourquoi certaines décisions semblaient irrationnelles. Ses partenaires et tiers de vie comprennent pourquoi certains aspects de sa personnalité leur échappaient. Ses enfants comprennent pourquoi leur mère semblait parfois perdue dans un autre monde, celui des souvenirs qu'elle s'interdisait d'évoquer. Mais la vraie conséquence, la plus importante, est intérieure. Pour la première fois depuis 40 ans, Cécilia se sent alignée. Elle ne cache plus rien. Elle ne se trahit plus. Elle vit enfin en paix avec son passé, et avec elle-même. La psychologie d'un aveu libérateur. Pourquoi une femme comme elle, habituée à contrôler sa communication, à verrouiller son image, à protéger sa vie privée, a-t-elle soudain choisi la transparence?
Les psychologues interrogés à la suite de cette confession parlent d'une dynamique classique chez les femmes ayant vécu longtemps dans la retenue émotionnelle. À la fin de la cinquantaine, au début de la soixantaine, ou après un changement majeur de vie. À un certain âge, les priorités changent. On ne vit plus pour les autres. On ne vit plus pour préserver une image. On vit pour se dire la vérité. Les médecins du comportement évoquent également un phénomène appelé la réconciliation narrative. Un processus naturel qui pousse les individus à reconstruire leur identité autour d'une version cohérente et assumée de leur histoire. Pour Cécilia, cette cohérence passait par un acte simple. Dire le nom qu'elle avait eu pendant 40 ans. Que devient Louis aujourd'hui? C'est l'un des plus grands mystères de cette histoire. Car si Cécilia a révélé son prénom, elle s'est refusée à fournir davantage de détails. Pas de nom de famille, pas de profession, pas d'adresse, pas d'indice concret. Pourquoi? Par loyauté, par pudeur, par amour encore peut-être. Selon certaines sources proches, Louis serait toujours vivant. D'autres affirment qu'il est décédé il y a quelques années, ce qui expliquerait la liberté tardive de Cécilia. D'autres encore pensent qu'il a choisi une vie discrète, loin de tout ce tumulte. Quoi qu'il en soit, ce qu'elle a partagé est limpide. Je ne sais pas où il est, mais ce que je sais, c'est où il est en moi. Et ça, personne ne pourra me l'enlever. L'onde de choc médiatique. Pourquoi cet aveu bouleverse autant? Les journalistes du monde entier se sont emparés de l'affaire. Non pas parce qu'il s'agit d'un scandale, il n'y a ici ni adultère public, ni secret politique, ni manœuvre médiatique, mais parce qu'il s'agit d'un drame humain. Un drame que tout le monde peut comprendre. Aimer quelqu'un sans pouvoir vivre cet amour, c'est l'un des thèmes universels les plus puissants qui soit. La France, fascinée par la vie intime de ses anciens dirigeants, a été secouée par cet aveu. Les réseaux sociaux ont explosé de messages de soutien, de compassion, parfois même d'identification. Car au fond, l'histoire de Cécilia n'est pas seulement celle d'une ancienne première dame. C'est l'histoire d'un amour impossible. Un amour que tant de personnes, anonymes ou célèbres, ont vécu à leur manière. Après la vérité, comment la vie de Cécilia Attias a changé pour toujours et pourquoi son aveu bouleverse encore aujourd'hui? L'aveu a été prononcé. Le nom a été lâché. Le poids d'un silence de 40 ans s'est évaporé dans l'air d'une pièce calme où seules quelques caméras et quelques témoins privilégiés avaient le droit d'assister. Mais une question demeure brûlante, essentielle. Que devient la vie d'une femme lorsqu'elle décide enfin de dire sa vérité? Que reste-t-il après avoir déchiré le voile, après avoir brisé les chaînes invisibles qui la liaient à un passé qu'elle avait choisi d'étouffer? Et surtout, comment continue-t-on à vivre lorsque l'on a enfin avoué le nom de son amour véritable? Une femme enfin alignée avec elle-même. Depuis sa confession, ceux qui ont croisé Cécilia remarquent un changement subtil mais indéniable. Son regard semble plus stable, plus serein, sa voix moins pressée. Sa posture, plus sûre. Un proche de longue date confie. Elle a l'air d'avoir posé un poids énorme. On dirait qu'elle respire vraiment pour la première fois. Pendant des décennies, elle a vécu dans un paradoxe permanent. Femme forte mais vulnérable, femme publique mais secrète, femme amoureuse mais silencieuse. En avouant l'existence de Louis, elle a enfin aligné ses contradictions. Elle ne se cache plus, elle ne se ment plus. Elle ne se protège plus d'un passé qui, de toute façon, la suivait partout. Cette transformation intérieure n'est pas seulement émotionnelle. Elle influence sa manière de penser, d'agir, de parler de l'amour, de la féminité, du pouvoir et même du vieillissement. La réaction de son entourage entre stupéfaction et compréhension. Cet aveu n'a laissé personne indifférent. Sa famille, ses amis, ses anciens partenaires, chacun a réagi à sa manière. Ses enfants, une révélation intime et fondatrice. Pour Louise et Jean, ses fils, cette confession a été un choc, mais pas une blessure. Ils ont compris un détail essentiel. Leur mère ne regrettait rien de ce qu'elle avait construit, mais elle reconnaissait enfin une vérité intime qui n'enlevait rien à son rôle de mère. Un membre de leur entourage rapporte. Ils ont compris que leur mère était humaine, qu'elle avait eu une vie avant eux, et qu'elle avait appris à vivre avec ses choix. Ses anciens compagnons, une nuance nouvelle sur leur histoire. Ni Jacques Martin, ni Nicolas Sarkozy, ni Richard Attias n'ont officiellement commenté cette révélation, et c'est logique. Chacun d'eux a partagé un chapitre important avec elle, mais aucun n'a occupé cette place que Louis avait prise, silencieusement, dans son cœur. Certains observateurs notent toutefois que cet aveu pourrait expliquer la distance émotionnelle que certains avaient perçue chez elle dans les moments les plus cruciaux de sa vie sentimentale. Le public, un mélange de fascination, d'admiration et d'identification. L'une des surprises majeures a été la réaction du public. Au lieu de juger, de spéculer ou de condamner, une vague d'empathie s'est propagée sur les réseaux sociaux, dans les émissions, dans la presse écrite. Des milliers de messages anonymes, émus, sincères, ont émergé. J'ai vécu la même chose. On a tous un amour qu'on n'a pas su garder. Merci pour cette vérité, elle fait du bien.
L'histoire de Cécilia dépasse désormais le cadre de sa vie privée. Elle touche un thème universel. Le fait d'aimer profondément quelqu'un que la vie ne nous laisse pas choisir. Et c'est cette universalité qui explique l'impact massif de son aveu. La renaissance d'une femme. Un nouvel engagement, un nouveau ton. Depuis quelques années déjà, Cécilia s'était éloignée de la politique pour se consacrer à des causes humanitaires, notamment pour la défense des femmes, la médiation internationale et les enfants victimes de conflits. Mais après sa confession, son engagement a pris une tonalité nouvelle. Plus authentique, plus personnelle, plus incarnée. Dans un discours récent donné lors d'un sommet international, elle confia « On ne peut pas aider les autres tant qu'on n'a pas fait la paix avec soi-même ». Cette phrase, simple en apparence, résume la nouvelle Cécilia. Une femme qui parle moins, mais qui parle vrai, et dont les mots portent parce qu'ils résonnent avec une expérience intime assumée. L'impact psychologique. Se libérer d'une mémoire enfermée. Les psychologues spécialisés en mémoire affective expliquent qu'un amour non vécu, surtout lorsqu'il est intense, peut se figer dans le temps. Il reste intact, parfait, préservé de la banalité quotidienne. Ce type d'amour, que l'on porte comme un secret, peut influencer toute une vie. Nos choix, nos ruptures, nos silences, nos réactions, notre rapport à l'intimité. Pendant 40 ans, Cécilia a contenu cet amour comme un diamant brut, enfermé dans une boîte dont elle seule connaissait la clé. En le révélant, elle a ouvert une porte intérieure. Cela ne signifie pas que l'amour disparaît. Mais il devient autre chose. Non plus un poids, mais une lumière. Une femme proche d'elle affirme « Elle n'est pas passée à autre chose, elle est passée au-dessus, c'est différent ». Et Louis dans tout ça? L'ombre, encore et toujours. La question revient obsédante. Où est Louis aujourd'hui? Personne ne le sait. Cécilia elle-même semble ignorer ce qu'il est devenu. Ou peut-être le sait-elle, mais préfère-t-elle ne pas le dire? Ce silence est volontaire. Parce que cet homme n'a jamais choisi la lumière, parce qu'il ne l'a jamais cherchée, parce que leur amour repose précisément sur cette discrétion. Ce que l'on sait, c'est que son existence, qu'il soit encore vivant ou non, a pris une nouvelle dimension depuis la confession de Cécilia. Il est désormais inscrit dans l'histoire, dans sa narration personnelle, dans la mémoire collective française. Ironie du destin, un homme que personne ne connaît devient soudain un symbole de cette vérité douloureuse et magnifique. Les plus grandes histoires des histoires d'amour sont parfois celles qui n'ont jamais été vécues. L'analyse historique, une première dame qui réinvente son héritage. Les historiens de la politique ont commencé à analyser cette révélation sous un angle inattendu. Non pas comme un simple épisode romantique, mais comme un élément clé pour comprendre. Son départ soudain de la campagne présidentielle de 2007. Sa difficulté à s'installer dans le rôle de première dame, sa volonté farouche d'indépendance, et même certaines de ses prises de position humanitaire. Ce qui paraissait incohérent ou instable devient aujourd'hui lisible. Sa trajectoire était guidée par un besoin invisible. Retrouver un espace intérieur où elle pouvait être elle-même, loin des rôles imposés. En révélant Louis, elle révèle la boussole secrète qui l'a guidée. Une leçon universelle sur la vérité affective. Ce qui marque dans cette histoire, ce n'est pas seulement l'intimité de la confession. C'est sa portée philosophique. Elle nous apprend qu'un amour peut définir une vie sans être vécu, qu'une femme peut porter un secret plus lourd que toutes les charges publiques, qu'on peut aimer 2-3 fois, mais n'aimer vraiment qu'une seule, qu'il n'est jamais trop tard pour dire la vérité, et qu'assumer son passé, même incomplet, est la forme la plus pure du courage. Cécilia, sans le vouloir, devient une voix majeure dans un débat moderne, celui de la vérité émotionnelle contre les conventions sociales. Que reste-t-il pour elle aujourd'hui? À 68 ans, Cécilia n'est plus dans la phase de construction, ni même de reconquête. Elle est dans la phase d'acceptation, et c'est peut-être la plus belle de toutes. Elle vit une vie plus calme, partagée entre New York, Genève et Paris. Elle continue de travailler, d'écrire, de voyager, mais surtout, elle continue d'aimer, non pas quelqu'un, mais quelque chose. La liberté retrouvée d'être vraie. Elle ne cherche plus à remplacer Louis, ni à ressusciter le passé. Elle ne cherche rien. Elle accueille, ce qui est profondément différent. Un ami intime résume la situation avec une phrase bouleversante. Louis a été l'amour de sa vie, mais Cécilia, aujourd'hui, est l'amour d'elle-même. Et si son aveu n'était pas une fin, mais un commencement? Mais ce serait oublier une nuance essentielle. Lorsqu'une femme avoue, après 40 ans, que le nom de l'homme qu'elle a le plus aimé, ce n'est pas qu'un acte de mémoire, c'est un acte d'espoir. Car dire la vérité, c'est aussi laisser la place à une nouvelle vérité. Une vérité qui ne nie pas le passé, mais qui l'étreint. Personne ne sait ce que l'avenir réserve à Cécilia. Un nouveau chapitre sentimental, un engagement humanitaire plus fort, un ouvrage autobiographique, une transmission publique de ses expériences. Ce que l'on sait, en revanche, c'est qu'elle ne vivra plus jamais en silence. Elle a parlé, elle s'est révélée, elle s'est délivrée. Et parfois, la délivrance est le plus beau début.